Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous nous regardez sur notre chaîne YouTube mais également sur Vox Africa en Afrique et en Europe. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la quotidienne de Décrypter l'Afrique. Au sommaire aujourd'hui, un sujet, le débrief du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce dimanche 14 décembre à Abuja. Un sommet marathon dominé par deux sujets explosifs, la Guinée-Bissau et le Bénin. Que retenir des résolutions de la CEDEAO au sujet du programme de transition rendu public par les militaires qui ont pris le pouvoir à Bissau suite à ce drôle de coup d'État en plein processus électoral? Et que dit l'organisation sur le Bénin où les forces régionales sont prépositionnées en dépit de l'échec de la tentative de coup d'État portée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri? Alors qu'une vague d'arrestations, notamment au sein des démocrates, parti de l'ancien président Yahi Boni, est en train de donner à la séquence post-putsch des allures de crise politique. Et j'en parlerai donc avec Théophile Kouamouo, journaliste pour Décrypter l'Afrique, également avec Félix Atchadé, éditorialiste pour le site Chronique sénégalaise, et on essaiera de joindre aussi également depuis Dakar Alioune Tine, le fondateur du think tank Afrikajom, pour avoir ses lumières et ses analyses. C'est parti. À Abuja, ce dimanche, la CEDEAO jouait gros, très gros, puisque réunie au sommet extraordinaire, l'organisation ouest-africaine était attendue au tournant, fragilisée par une succession de coups d'État qui surviennent après d'autres événements majeurs ces dernières années, comme le départ retentissant du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Un sommet présenté comme un test de crédibilité, mais en fait de cohérence aussi. Sans surprise, la Guinée-Bissau et le Bénin se sont imposés comme les sujets phares de cette réunion des chefs d'État ouest-africains qui ont tenté justement d'afficher une forme de cohérence en condamnant le putsch militaire en Guinée-Bissau et la tentative de putsch au Bénin. Pourtant, cette unanimité de façade cache mal une différence de traitement qui interroge. Pas de réponse musclée envers la Guinée-Bissau où le 26 novembre dernier, des militaires réputés proches du président sortant Umaru Sissoco Embalo ont pris le pouvoir à la veille de la proclamation des résultats de la présidentielle du 23 novembre, un scrutin pourtant jugé libre et pacifique par les observateurs indépendants. Dès lors, une question s'impose, la CEDEAO a-t-elle fait preuve d'une forme de complaisance à l'égard des auteurs et des inspirateurs de ce putsch? Le soupçon est d'autant plus tenace que l'organisation avait réagi avec une extrême célérité face à la tentative de coup d'État contre le président béninois Patrice Talon. Un pays, le Bénin, où une vague d'arrestations désormais élargie à l'opposition politique traditionnelle alimente des craintes d'une nouvelle crise institutionnelle. Deux dossiers, deux pays, une même interrogation. Cette CEDEAO applique-t-elle des règles à géométrie variable? Pour en parler, je suis avec Théophile Kouamouo, journaliste pour Décrypter l'Afrique. Bonjour Théo. Bonjour Fabrice. Et à distance avec nous, Félix Atchadé, éditorialiste pour le site Chronique sénégalaise. Bonjour Félix. Bonjour Théo, bonjour Fabrice. Alors, avant d'essayer éventuellement de joindre Alioune Tine à Dakar, on va se plonger dans les résolutions, Théophile, de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Et tu veux nous parler de ces résolutions, que peut-on en retenir? Alors, Fabrice, je dirais une communication assez satisfaite d'elle-même. On écoute à ce sujet le Gambien Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO. Les événements de ces dernières semaines ont montré concrètement ce que signifie la solidarité régionale au sein de la CEDEAO. Tout d'abord en Guinée-Bissau, où des élections pacifiques et transparentes ont été torpillées par une intervention militaire. Puis vint la malheureuse tentative de coup d'État en République du Bénin. Celle-ci fut rapidement et fermement réprimée par la CEDEAO sous la houlette de la République fédérale du Nigeria. Donc, voilà, ce que moi j'en retiens, c'est que Oumar Touré compare lui-même les réactions de l'institution en Guinée-Bissau et au Bénin. Or, cela ne va pas de soi. Quand on analyse les résolutions sur la Guinée-Bissau, on a l'impression que le ton
et à la fermeté. La CEDEAO rejette le programme de transition des militaires, demande la libération immédiate des prisonniers politiques, menace les maîtres de Bissau de sanctions ciblées, etc. etc. Alors, on peut interpréter ça comme un langage de fermeté, comme on le dit en termes diplomatiques. Sauf que la CEDEAO ne rejette pas le principe de la transition. Elle rejette la durée de la transition. Elle ne veut pas une transition d'1 an menée par des militaires, mais une transition courte menée par un gouvernement civil inclusif. Comme on peut prendre l'exemple du gouvernement de Dioncounda Traoré après le coup d'État contre Amadou Toumani Touré au Mali. Mais en gros, elle admet le principe de la transition et c'est très important. Elle entérine le coup d'État là où l'on pouvait s'attendre à ce qu'elle exige la reprise du processus électoral, c'est-à-dire la publication pure et simple des résultats. Parce qu'on est vraiment au bout, on était vraiment au bout du processus. Il ne restait plus qu'à proclamer les résultats quand les militaires sont intervenus. De facto, les militaires proches de l'ancien président Oumarou Sissoko Embalo ont pris la peine de tout torpiller. Le président de la Commission nationale électorale, tout comme le nouveau procureur de la République de Guinée-Bissau, ont affirmé qu'il était impossible de reprendre le processus électoral interrompu. Pourquoi ? Parce que le gros du matériel aurait été confisqué par les militaires. Et l'on peut se demander pourquoi les sanctions ciblées que la CEDEAO brandit ne s'appliquent pas déjà à ces militaires. Pourquoi il ne leur est pas demandé solennellement de rendre le fameux matériel électoral au risque de sanctions lourdes ? La réponse est simple, parce que, et c'est le principe, c'est la principale information qui ressort de tout cela, le principe de la transition est acté. Et dans ce genre de cas de figure, le temps joue pour les militaires au pouvoir. On l'a déjà vu, on l'a vu dans les différents pays où ce type de négociation sur la durée de la transition, la nature, la composition du gouvernement, dans ces pays-là, finalement, les militaires, par habitude, reprennent la main parce qu'ils sont déjà là, ils se confortent et ils avancent. Alors, Félix, est-ce que, au vu de ces quelques concessions, quand on lit un petit peu entre les lignes, selon les analyses, l'analyse du moins formulée à l'instant par Théo, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une fermeté de la part de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée-Bissau ? Je ne pense pas. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que la CEDEAO n'a pas de principe en réalité. Ou bien, si elle a des principes, ce sont des principes à géométrie variable. Le traitement que la Guinée-Bissau, la junte militaire de Guinée-Bissau a, est sans commune mesure avec ce que a été fait dans le passé, par exemple. Je rappelle quand même 2 éléments importants. Quand le coup d'État survient en Guinée-Bissau, on est en plein processus électoral qui se déroulait très bien. Le scrutin en Guinée-Bissau, d'habitude, il est assez bien organisé, les résultats remontent et tout indiquait que le candidat de l'opposition était celui qui était en passe de gagner. Mais d'autre part, ce qui a souligné, c'est qu'il y avait une force de la CEDEAO qui était chargée de stabiliser le pays et aussi de porter assistance aux besoins aux institutions de Guinée-Bissau. Or, ces institutions ont été attaquées par les militaires dans un coup d'État au nez et à la barbe de la CEDEAO. Ensuite, on va au Bénin. Il y a un début de tentative de coup d'État à laquelle l'armée béninoise, dans un premier temps, je pense, a mis cela en échec. Et ensuite, il y a eu l'intervention du Nigeria, qui est la puissance régionale, et aussi de la force d'attente de la CEDEAO, et en plus des forces françaises. Pour le cas français, je me demande sur quelle base légale cela a été fait, parce qu'il me semble que le président français, avant d'engager les troupes françaises, il doit quand même s'en référer au Parlement. Mais ceci étant dit, revenons à la situation du Bénin et de la Guinée-Bissau. On voit qu'il y a 2 traitements qui sont différents. Il y a un principe qui est appliqué à la tête du client. Voilà. Félix, est-ce que le fait d'avaliser d'une certaine façon ce coup d'État militaire en Guinée-Bissau, c'est un reniement des principes, du moins les principes qu'on entend
clamé et proclamé avec force ces dernières semaines, ces derniers mois par la CEDEAO. Si on imagine par exemple que les militaires pilotent une transition même courte, ce serait un reniement pour la CEDEAO? Ce serait un reniement, et moi je dirais même que ce serait une participation active au coup d'État, parce que, en définitive, qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire? Elle est en train d'avaliser, d'accepter le fait accompli. Donc, pour moi, c'est de la complicité, et tout ce qu'elle fait, c'est de menacer de sanctions ciblées les auteurs de coups d'État ou de ceux qui empêche le retour au processus démocratique et constitutionnel normal. Mais en tout état de cause, je pense que la CEDEAO sort encore plus décrédibilisée de cette séquence, surtout dans le traitement de la question de la Guinée-Bissau. En ce qui concerne la question béninoise, on peut en comprendre les motivations, mais pour la Guinée-Bissau, je suis désolé de le dire, la CEDEAO est complètement en contradiction avec ses principes fondateurs, notamment l'acte additionnel sur la démocratie. On peut basculer sur le sujet du Bénin. La CEDEAO peut-elle vraiment se réjouir de la situation? Alors, on peut... Du fait, quand je parle de la situation, évidemment, il s'agit du fait que Patrice Talon n'ait pas été évincé par cette tentative de coup d'État. Alors, bien entendu, du point de vue des principes qui ont fondé, enfin en tout cas qui gouvernent la CEDEAO, on peut se réjouir du fait qu'elle ait empêché ce coup d'État si l'on s'en tient au point de vue des principes. On peut tout de même s'interroger sur la transparence des informations qui sont mises à disposition de l'opinion publique sur la pérennité et l'utilité de la force en attente de la CEDEAO pour ce qui concerne le Bénin. On aimerait savoir, en tout cas, on n'a pas su hier dans la nuit, tard dans la nuit, quand on préparait cette émission, on ne savait pas de combien d'hommes cette force en attente, en tout cas, ce détachement de la force en attente au Bénin, de combien d'hommes il était composé, de quels moyens aériens et terrestres il était doté, etc. Alors, en plus, on peut se demander, mais la situation est calmée, il n'y a pas de guerre civile au Bénin, il n'y a pas de rébellion armée au Bénin. Pourquoi et comment se fait-il qu'il y ait une force internationale sur le sol béninois? Quel est son mandat? Quand va-t-elle partir? Toutes ces questions, en fait, la CEDEAO n'y répond pas vraiment, et je trouve que c'est dommage. Et puis la crédibilité d'une force dont le leadership est confié au Nigeria, tout Nigeria qu'il soit, est en proie tout de même, on le sait, à d'énormes problèmes de sécurité également internes avec Boko Haram, avec des enlèvements multiples, on en a parlé ici. Déjà, pour que la force en attente de la CEDEAO corresponde à ce qu'elle avait été, à ce qui avait été pensé, il n'aurait pas fallu que cette force à l'attente de la CEDEAO soit sous le leadership d'un pays à un autre. Normalement, il devrait avoir un commandant en chef de la force en attente de la CEDEAO, et ce commandant en chef devait être, finalement, on devrait piloter les opérations, quel que soit le pays. Le fait que le grand voisin du Bénin, le Nigeria, prenne le lead, et puis donc finalement maquille une opération manifestement liée à son agenda interne en opération de la CEDEAO, ça pose problème, parce qu'on peut se dire que les pays qui ne sont pas le Nigeria, les pays qui ont moins d'influence au sein de la CEDEAO, ne peuvent pas, disons, arriver à une telle situation. Est-ce que le Sénégal aurait pu prendre le lead d'une force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau? Est-ce que la Gambie peut, dans ce genre de configuration, faire entendre sa voix à l'intérieur de la CEDEAO? C'est un problème qui devrait quand même alerter les consciences, je trouve. Félix, cette force en attente de la CEDEAO, c'est une chimère, ou alors le bras armé d'un instinct de conservation chez les chefs d'État de la CEDEAO? J'ai vu sur le papier tout au bout. Je m'entends parler.
Félix, on t'entend très bien. Vas-y. Donc, on peut considérer que que c'est quelque chose qui existait sur le papier, bien évidemment. Jusqu'à présent, à de rares exceptions près, on n'avait jamais vu cette force entrer en action, qu'elle le fasse au Bénin dans des circonstances qui me semblent un peu troubles, parce que, comme Théo le faisait rappeler tout à l'heure, il n'y a pas de transparence véritablement sur le pourquoi de cette intervention, parce que tel qu'on a compris les choses au cours du déroulé de la journée, l'armée béninoise en elle-même avait réussi à circonscrire le phénomène. Est-ce parce que le pouvoir n'a plus confiance ou pense qu'il vaut mieux deux protections qu'une? Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que c'est quelque chose de troublant de ce point de vue. Maintenant, après, je ne sais pas si je dois parler du fond de la question sur le Bénin en lui-même, parce que c'est un précédent quand même inédit depuis la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Depuis l'avènement de la République qui a suivi cette conférence nationale, il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État qui s'est faite jusqu'à ce niveau-là. Et donc, il y a deux manières de lire le phénomène. Le premier phénomène, la première manière de la lire, c'est de dire effectivement que l'armée béninoise, dans son ensemble, est restée loyaliste et n'a pas voulu s'aligner sur les positions aventuristes des mutins, des personnes qui ont tenté de faire un coup d'État. De ce point de vue, on est tous, je pense, la plupart des Béninois ne souhaitaient pas du tout que le Bénin se retrouve de nouveau dans un cycle de coups d'État. Mais après cette lecture, bien évidemment, il y a une autre lecture que j'espère que le pouvoir ne fera pas ça, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y a aucun problème et que politiquement, ça offre plutôt l'occasion de se débarrasser de certaines forces politiques. Les arrestations qui sont opérées actuellement sont un peu inquiétantes, en espérant qu'il y a des véritables éléments factuels contre les personnes qui sont arrêtées, mais sinon, ça risque de paraître comme étant comme une opération d'épuration politique, alors que la situation devait exiger de l'unité autour de la République, de toutes les forces vives du pays, de l'opposition comme du pouvoir, parce que c'est quelque chose, c'était un précédent dangereux, et que le fait que l'armée n'ait pas réussi à circonscrire cette tentative de coup d'État doit amener à une réflexion en politique pour savoir jusqu'à quel point la situation était bloquée pour que des gens soient tentés de se lancer dans des aventures putschistes. Effectivement, donc il y a des formes de représailles après cette tentative de coup d'État, notamment, on l'a dit, des arrestations dans le parti les démocrates, l'arrestation également du fils de l'ancien président Chabi Yahi, le fils de Thomas Yahi Boni. Alors ces tensions sont-elles, Théophile, en train de glisser vers une espèce de tension politique finalement, Théophile, au fur et à mesure que le temps passe, ce pouvoir de Patrice Talon évoque plus ou moins clairement des liens entre le lieutenant-colonel Pascal Tigri, figure de la tentative de putsch ratée, au moins un pays de l'AES, des liens avec au moins un pays de l'AES et l'entourage de l'ancien président Yahi Boni. Alors oui, il faut vraiment avoir à l'esprit ce nom, Pascal Tigri, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, parce que c'est lui qui est un peu le liant qui va permettre d'établir des connexions, qui va permettre au pouvoir de Cotonou d'établir des connexions entre les différents éléments qu'il veut assembler dans le cadre d'un exercice politique que l'on sent venir. Alors,
D'abord, premièrement, Pascal Tigri, on nous fait comprendre qu'il s'est échappé et qu'il est allé au Togo, puis après le Togo, il serait vraisemblablement allé au Niger. Donc, l'itinéraire de la fuite de Pascal Tigri, semble établir un lien entre ce putsch et des pays voisins, notamment le Togo. On sait que les relations entre Yahi Boni et Patrice Talon et Faure Gnassingbé ne sont pas bonnes. Et entre ce putsch et le Niger, bien entendu, on a suivi tout ce feuilleton de la fermeture de la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Or, c'est la principale, le port de Cotonou jusqu'aux crises récentes était le principal port finalement à partir duquel le Niger exportait et importait. Donc voilà, Pascal Tigri, son itinéraire semble attester, alors selon les informations qui sont distillées, d'une proximité entre guillemets, en tout cas d'une coordination avec Lomé et avec Niamey. Alors la deuxième chose qu'on nous dit, c'est que Pascal Tigri, qui est un militaire valeureux, un militaire qui a de belles décorations et de beaux états de service à son actif, eh ben, on nous dit qu'il est lié à Alassane Tigri, parce qu'Alassane Tigri donc, serait son frère, et Alassane Tigri serait un des cadres des démocrates, le parti cher à Yahi Boni, et voilà qu'on arrête désormais Chabi Yahi, le fils du Yahi Boni, qui a été arrêté chez lui, et ses camarades des démocrates disent qu'il a été enlevé chez lui, et donc finalement on peut établir un lien. Yahi Boni, Yahi Chabi, Pascal Tigri, Faure Gnassingbé et Abdourahmane Chiani. À partir de ce moment, le coup d'État devient premièrement une crise politique, une crise de confiance politique entre les acteurs béninois, et il devient également une crise diplomatique ouverte. Mais ça, on le sentait, on pressentait déjà que les pays de l'AES allaient être convoqués d'une manière ou d'une autre dans la dispute post-électorale. Voici qu'on y est. Alors, est-ce qu'on peut faire semblant de ne pas de considérer que ce n'est pas si grave qu'à quelques mois d'un scrutin important dont le principal parti d'opposition a été éliminé, ces cadres soient arrêtés et accusés de complicité avec un coup d'État, d'autant plus que dans les éléments de langage distillés par les militaires quand ils ont pris momentanément la télévision, ils évoquaient des thématiques qui étaient finalement chères aux démocrates, c'est-à-dire l'exclusion politique dont l'opposition était victime au Bénin. Alors, Félix, l'évocation de l'AES, on sait, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. L'évocation de l'AES, c'est une façon de légitimer cette brutalité envers l'opposition béninoise? Oui, mais je pense que en l'état, en l'absence d'enquête approfondie, je pense que tout cela reste encore des constructions intellectuelles. Que le lieutenant-colonel Tigri soit le frère de Alassane Tigri, qui serait membre du Parti des démocrates, je pense que c'est son frère, donc ça date de longtemps. Et ça n'a pas empêché qu'il soit nommé commandant des forces spéciales de la garde républicaine. Donc, il faut aussi s'interroger sur le pourquoi un cadre de l'armée, comme Théo le disait tout à l'heure, avec de bons états de service, se lance dans une telle entreprise. D'autant plus qu'il avait, je pense, la confiance de ses chefs, sinon il ne l'aurait pas nommé au poste qui était le sien. Maintenant, en ce qui concerne les pays de l'AES, on a pu constater sur les réseaux sociaux qu'un certain nombre de comptes, notamment X, que l'on reconnaît comme étant pro AES, étaient comme soutenaient la tentative de coup d'État et relayaient des informations pendant la journée tendant à faire croire que la situation avait totalement échappé aux autorités béninoises et que le coup d'État était consommé. Bon, cela étant dit, la crise existe de manière
il y a une crise entre le Bénin et le Niger, ça depuis 2 ou 3 ans déjà. Il y a une crise de confiance entre Patrice Talon et le président Faure Gnassingbé. Mais tout cela, on le savait. Mais est-ce que le coup d'État vient nécessairement de l'extérieur? Est-ce que c'est parce que ce sont des forces extérieures au Bénin qui l'ont organisé? Ben, on verra bien ce que l'enquête nous dira, mais il me semble que pour le moment, on est dans des supputations, des constructions, des hypothèses qui peuvent être confirmées ou infirmées quand l'enquête se fera et qu'elle donnera ses résultats. D'autant plus qu'en parlant de force ou d'intervention extérieure, le rôle de la France pose encore une forte polémique autour des influences supposées que peut éventuellement avoir la France sur la CEDEAO. Absolument, d'autant plus que déjà en elle-même, l'intervention française, elle interroge quant à sa légalité. Je ne pense pas qu'il y ait un accord de coopération militaire entre la France et le Bénin qui permet aux forces françaises d'intervenir directement comme ça dans les affaires internes béninoises. D'autre part, en ce qui concerne la légalité par rapport à la Constitution française, c'est quelque chose à interroger aussi. Je pense qu'il y a une sorte d'affrontement géopolitique d'un côté où il y a d'un côté la France, ses alliés certains de ses alliés qui sont dans la CEDEAO et les pays de l'AES. Et donc, toute tentative interne au pays de la CEDEAO est interprétée des fois comme étant une manière pour les pays de l'AES de déstabiliser la CEDEAO, notamment le Bénin, et se vice-versa. Parce que aussi, dans la rhétorique que l'on retrouve dans des pays tels que le Niger, le Burkina et le Mali, certains pays de la CEDEAO sont régulièrement accusés de tentatives de déstabilisation, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, nous sommes dans une configuration d'un conflit de type informationnel, de type géopolitique, de rivalité géopolitique parce que derrière les pays de l'AES, derrière les pays de l'AES, la France voit la Russie, la main de la Russie. Je ne pense pas que cela soit toujours le cas, mais bon, vous savez, les conflits, les guerres de ce type se nourrissent aussi de fantasmes. Et je pense aussi que bon, dans la manière française d'appréhender les problèmes, il y a beaucoup de fantasmagorie de la mer, de la Russie, de la Russie, de la Turquie, alors que le plus souvent, ce sont des problèmes internes au pays. Ce sont des pays qui connaissent des contradictions importantes liées au fait que la situation économique, sociale et des fois politique n'offrent pas beaucoup de débouchés. En Côte d'Ivoire, on a vu comment le scrutin a été verrouillé. Au Bénin, nous en avons parlé 1 ou 2 fois sur le verrouillage politique qui est dans ce pays, qui ne permet pas l'expression pluraliste pluraliste dans la compétition électorale. À certains moments même, on peut parler de démocratie sans le peuple, avec un système de parrainage qui est véritablement extrêmement dur. Je le dis sans vouloir pour autant justifier ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, bien 8 jours. C'est pas pour le justifier, non, mais il faut aussi tenir compte de cette réalité si on veut avoir une lecture qui est la lecture qui permet de dépasser l'épisode en question et de faire en sorte pour que ça ne se reproduise pas.
Alors, Théophile, alors les informations sur l'intervention qu'a pu avoir la France dans le fait d'avoir déjoué ce coup d'État restent encore assez floues. On parle de soutien opérationnel sur place, mais sans aller dans des détails, c'est une aventure solo d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'un pays allié, l'un des derniers pays alliés de la France en Afrique de l'Ouest. On sait que sur la scène politique nationale, on a déjà entendu de nombreuses critiques des oppositions vis-à-vis de ce genre d'aventure solo d'Emmanuel Macron. Comment interpréter cette intervention? Alors, le chef de l'État, dans la Ve République française, il est le chef des armées et il ne demande l'avis du Parlement que si une opération doit s'étaler sur plus de 4 mois, je crois. Donc, dans ce genre d'opération, en fait, il a toute l'attitude constitutionnelle d'avancer et puis de justifier après. Bon, on l'a vu le faire au Tchad, notamment sous Idriss Déby aussi. Mais on se rend compte que cette fois-ci, il y a eu finalement très peu de discussions internes en France a posteriori. Autant au Nigeria, il y a une validation parlementaire a posteriori avec aussi très peu de débats. Mais en France, il n'y a pas eu beaucoup. Je veux dire, ça n'a pas. Cette intervention, cette mini-intervention, n'a pas beaucoup intéressé l'opinion publique française. Mais elle a cristallisé quelque chose en Afrique parce qu'il nous avait été dit qu'il n'y avait plus de force française à Abidjan et à la faveur de cette affaire béninoise, la France et ses alliés ont communiqué sur le fait qu'une partie des militaires, des forces aériennes françaises qui sont venus au secours de la démocratie au Bénin, en fait, sont venus d'Abidjan, de l'ancien 43e BIMA. Ça veut dire que c'est un ripollinage de ce qui s'est passé à Abidjan, que les forces françaises sont toujours à Abidjan, et que, bon, voilà, c'est un départ qui n'en est pas vraiment un. Trompe l'œil. Et ça vient nourrir aussi les fantasmes, peut-être plus que des fantasmes, en tout cas les critiques de ceux qui pensent que la CEDEAO ne subit d'une certaine façon cette influence extérieure. De facto, nous sommes dans une forme de guerre froide qui ne dit pas son nom en Afrique de l'Ouest. Et une des conséquences de la guerre froide version 1, ou bien saison 1, celle que l'on a connue jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'est la mort de la démocratie. C'est-à-dire que les pays clients du camp occidental étaient des dictatures soutenues par l'Occident et les autres étaient des dictatures soutenues par la Russie et par la Chine. On y est presque revenu parce que, alors on ne peut pas dire que le Bénin est une dictature, mais ce n'est pas une démocratie non plus, puisque le pouvoir choisit de manière assez grossière, d'ailleurs, qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être. Donc il y a des choix restreints. Le fait même que les putschistes évoquent ce sujet, qui est un vrai sujet, devrait amener dans un monde où on pense que la consolidation de la démocratie est une antidote contre les coups d'État, devrait amener à se poser la question, à mettre cette question de la démocratie parrainée sur le tapis, de poser la question de la consolidation de l'expérience démocratique du Bénin, de l'inclusion politique au Bénin. Mais c'est absolument pas ce qui se passe. Et d'une certaine manière, les puissances étrangères qui sont intervenues pour sauver la mise à Patrice Talon sont co-responsables d'un certain nombre d'embastillements de forces d'opposition. Déjà qu'il y a une tentative de faire disparaître les démocrates, le parti Haïboni, qui s'est exprimé à plusieurs reprises, et notamment à la faveur de cette présidentielle. Demain, si le pouvoir se renforce et si il se durcit politiquement, en fait, toutes les forces qui seront allées au secours de Patrice Talon en seraient co-responsables. Et si le pouvoir béninois se durcit, si les possibilités de s'exprimer en dehors du parti au pouvoir deviennent de plus en plus restreintes, la haine de la démocratie telle qu'ils le disent, mais en tout cas la haine d'une démocratie falsifiée, grandira dans l'opinion publique. Et quand on fera le prochain sondage sur la cote de popularité de l'AES au sein de la CEDEAO, on verra que cette cote de popularité augmentera, puisque finalement le modèle AES se nourrit de l'hypocrisie
des modèles prétendument démocratiques hors AES. Durant ce sommet de la CEDEAO, Félix, le dirigeant sierra-léonais a affirmé, je le cite, que l'Afrique de l'Ouest traverse des défis sans précédent en matière de sécurité et d'économie depuis les indépendances. Alors, pourquoi on a l'impression que la question de la bonne gouvernance ou des coups d'État institutionnels, constitutionnels même, ne préoccupe pas de façon aussi urgente ces dirigeants de la CEDEAO? Mais écoutez, je pense que quand il le dit comme ça, c'est l'expression même de ce que l'on appelle le syndicat des chefs d'État, parce qu'en réalité, ce dont il veut, ce qui revient en réalité dans tout ce qui se passe, c'est comment protège-t-on les siens dans ce club de chefs d'État. Donc là, c'est vrai, il y a des défis sécuritaires extraordinaires, très importants, pour lesquels d'ailleurs la solidarité n'est pas de mise. On est dans tous ces pays-là, les armées sont confrontées à des groupes terroristes et n'arrivent pas à avoir, la solidarité ne se fait pas sentir de ce point de vue-là. Et j'ai même bien peur que du point de vue de la coopération dans l'échange d'informations, que cela, on a plutôt régressé du fait de ce que Théo nommait tout à l'heure, la guerre froide qui oppose le camp des gens qui sont soupçonnés d'être affiliés à la France et ceux qui sont soupçonnés d'être affiliés à la Russie. Mais le critère de distinction entre ces deux camps-là, moi, je ne pense pas que ce soit la question démocratique. Le régime ivoirien, moi, je ne considère pas qu'il a une espèce il n'a pas un début de légitimité démocratique. Mais il est là, mais parce qu'il est soutenu par la puissance française, on considère que c'est plutôt le camp démocratique, alors que à côté, parce que ce sont des militaires qui ont rompu avec la France, le langage aujourd'hui est de considérer que ce sont des dictatures, des juntes, etc. Donc, mais je pense que les populations ne sont pas dupes de tout cela. Les gens savent que le critère n'est pas à ce niveau-là. Moi, ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais, c'est à l'instar de ce qui se passe dans les sociétés de ces différents pays-là, la volonté de créer, la volonté souverainiste qui consiste à construire une solidarité africaine qui soit à l'abri de toutes les influences extra-continentales et que l'on puisse travailler à renforcer la place de l'Afrique sur la scène mondiale et que les politiques économiques qui sont mises en place soient de nature à régler les problèmes des gens, de toutes ces cohortes de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui n'en trouvent pas et qui, des fois, sont tentés par des actions illicites, des fois par des entrepreneurs politiques qui utilisent la violence pour pouvoir atteindre des buts économiques et politiques. Donc, nous sommes dans une configuration où il faut qu'on en arrive à penser par nous-mêmes, Africains, et pour nous-mêmes, et que l'on fasse en sorte que on ne soit pas aligné sur les uns ou les autres des puissances extra-africaines. Que l'on soit pour une Afrique forte, indépendante, souveraine et unie. C'est vrai, Théophile, que cette fermeté, ce sursaut qu'on a vu de la part de la CEDEAO, on aurait aimé voir pareille réaction lorsque des opposants en Côte d'Ivoire ont été écartés du scrutin. C'est la légitimité, au Bénin également, la légitimité de couvrir ce genre de manœuvres qui peuvent être considérées comme des coups d'État constitutionnels.
qui manque et le fait que la malgouvernance ne suscite pas autant une réaction aussi vive que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Absolument, absolument. Ça, c'est vraiment ce que nous disons sur Décrypter l'Afrique tous les jours. Le renforcement de l'expérience démocratique, c'est la clé. C'est la clé d'abord de la délégitimation des coups d'État, mais c'est également la clé, comme le disait Félix, de la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, même au sein de l'opinion africaine, qu'il y a un camp de la souveraineté et un camp de l'absence de souveraineté. Or, c'est la démocratie qui n'est pas entendue comme une série de rituels électoraux vidés de leur sens, mais vraiment la possibilité pour le peuple de peser sur les choix de ses dirigeants. C'est cette démocratie-là qui permettra à l'Afrique de devenir souveraine. Et cette démocratie-là, c'est elle qui est subversive d'un point de vue international. Il n'est pas étonnant aujourd'hui que les pouvoirs occidentaux aient baissé leurs standards démocratiques, ou en tout cas que leur double standard démocratique soit de plus en plus voyant, parce qu'ils savent très bien que l'expérience démocratique poussée à un certain niveau amènerait les peuples africains à réclamer des comptes sur un certain nombre de faits qui mettent en cause les grandes entreprises multinationales, qui mettent en cause les gouvernements occidentaux. Ces pouvoirs voient que la question du franc CFA, de la remise en cause du franc CFA, c'est quelque chose qui est porté par les opinions publiques, que la question du départ des bases militaires étrangères, c'est quelque chose qui est porté par les opinions publiques. Et d'une certaine manière, face à cette poussée que l'on a observée juste avant le début des coups d'État et la création de l'AES, cette poussée démocratique qui s'est exprimée notamment au Sénégal avec des collectifs comme France Dégage, etc. Toute cette poussée démocratique mettait d'une certaine manière en péril cet impérialisme européen occidental traditionnel. Et l'arrivée de l'AES, d'une certaine manière, est une divine surprise pour ces pays-là, puisque on va refermer le débat en disant les pays qui se livrent tous les 5 ans ou tous les 7 ans à des rituels démocratiques, ce sont des pays démocratiques, et les autres ne le sont pas, sachant que quand finalement on est soutenu par l'Occident, on a tout le loisir d'organiser des élections, et ces élections, on sait très bien que d'une manière ou d'une autre, elles seront validées. Si les élections qui sont organisées aujourd'hui en Côte d'Ivoire avaient été organisées au Mali, au Burkina Faso, selon ces standards-là, elles auraient été considérées comme pas crédibles, mais comme ça se passe en Côte d'Ivoire, comme ça se passe au Gabon, si le Traoré du Burkina Faso ou bien Goïta du Mali fait ce qu'a fait Brice Clotaire, Oligui Nguema au Gabon, ou ce que s'apprête à faire Mamadi Doumbouya en Guinée, il y aura des cris d'orfraie, une poussée de contestation dans les pays dits démocratiques. Et du coup, la démocratie devient l'apanage des amis de l'Occident. Et c'est un des pires services qu'on peut rendre à la démocratie en tant qu'aspiration puissante qui a traversé toutes les sociétés depuis des siècles. Et si on fait, Théophile, un parallèle avec une autre région d'Afrique qu'on pointe souvent du doigt quand on parle de recul de la démocratie, je veux parler évidemment de l'Afrique centrale, d'antan, il n'y a pas plusieurs années de cela, l'Afrique de l'Ouest était présentée comme un modèle pour les pays d'Afrique centrale où des régimes despotiques se maintiennent au pouvoir pendant des dizaines d'années. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un véritable avancement de l'Afrique de l'Ouest au point où l'Afrique centrale, aussi rétrograde soit-elle, pourrait être jalouse ? Oui, bien entendu. De toute façon, on parle d'avancée démocratique. Il n'y a jamais eu d'avancée démocratique en Afrique centrale. Il n'y a jamais eu de début, de commencement de quoi que ce soit qui ressemble à la démocratie en Afrique centrale francophone. Donc, on va dire que oui,
l'Afrique centrale a toujours de quoi être jalouse de l'Afrique de l'Ouest, d'autant plus qu'il y a un renouvellement politique en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, Patrice Talon, vous pouvez évoquer toutes les critiques que vous avez vis-à-vis de Patrice Talon, mais il a incarné un renouvellement de la vie politique, et beaucoup de dirigeants en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, qu'ils soient arrivés par des élections comme Bassirou Diomaye Faye ou par des coups d'État comme Ibrahim Traoré, il y a un renouvellement. Il y a quand même une forme de dynamique, quoi qu'on puisse en penser, alors qu'en Afrique centrale, il y a une sorte de glaciation politique éternelle. Donc, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a un recul démocratique en Afrique de l'Ouest, que le mouvement qui s'est engagé au début des années 90 en Afrique de l'Ouest a patiné. Il a aussi patiné parce que celles et ceux qui ont été portés au pouvoir par les espérances démocratiques des années 90, les conférences nationales, les élections, les opposants historiques qu'on a vus, bon, ils ont déçu quand même. Et ça a pu amener, relégitimer les militaires. Mais oui, il y a un recul parce qu'il y a des pouvoirs militaires qui s'incrustent et qui s'incrustent avec la validation d'une part importante de l'opinion publique, et recul également parce que l'expérience démocratique est captée dans les pays où ce sont des pouvoirs civils au profit d'une minorité. Alors, Félix Attiadé, est-ce que le Sénégal peut représenter la lueur d'espoir dans ce marasme ouest-africain? Est-ce qu'il peut montrer la voie? En l'état, il peut incarner un certain leadership par le modèle qui est le sien, mais je ne pense pas qu'il ait les moyens actuellement de pouvoir peser efficacement sur la machine de la CEDEAO, parce que tout simplement, il y a la crise de la dette, qui est une question très importante au Sénégal, où les efforts sont plutôt exercés au plan national pour redresser la situation. Et donc, ça offre très peu de marge de manœuvre pour pouvoir être en même temps sur le plan international. Et d'autre part, celui qui incarne le plus la légitimité politique au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko, n'a pas de pouvoir, n'a pas beaucoup de pouvoir du point de vue de la politique étrangère, de la diplomatie, etc. Même si par ailleurs, PASTEF étant le groupe politique le plus important à l'Assemblée, étant la majorité parlementaire, PASTEF le groupe parlementaire PASTEF peut peser sur la politique étrangère sénégalaise. Mais je pense que dans les 2 ans qui viennent, ça va être extrêmement difficile pour le Sénégal de jouer un rôle de leadership, parce que les autorités seront suffisamment occupées par le front intérieur, c'est-à-dire mettre un terme à une gestion calamiteuse de plus de 2 ans de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade et aussi, etc., et mettre en place les réformes dont le pays a besoin. Or, en même temps, politiquement, il y a des forces d'inertie qui sont en train d'empêcher le déploiement rapide des réformes dont le pays a besoin. Donc, c'est aussi une bataille politique qui va occuper les militants sénégalais, les autorités sénégalaises pendant toute cette période-là, ce qui rendra un peu plus difficile pour eux d'être sur le front international. Voilà ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup Félix Attiadé, merci Théophile Kouamouo, merci à tous les deux pour cet échange donc sur ce sommet de la CEDEAO dont on attend encore évidemment les suites et la suite de l'actualité au Bénin et en Guinée-Bissau. Merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages de l'actualité africaine.